À Los Angeles, sur Hollywood Boulevard, l'une des 2600 étoiles de célébrité provoque des gestes obscènes chez les passants. Cette femme fait mine de déféquer sur l'étoile d'un certain Donald Trump. Une touriste la piétine comme un vulgaire paillasson. D'autres prennent la pose en faisant des doigts d'honneur et postent leurs selfies injurieux sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça? Parce que je le déteste. Donald Trump a obtenu son étoile il y a 10 ans, quand il était acteur dans une émission de télé-réalité. Depuis qu'il est président, elle est devenue un défouloir pour ses opposants. L'année dernière, je suis venue ici, la police était autour de l'étoile car les gens n'arrêtaient pas de pisser dessus, de la taguer. Je suis surprise qu'il n'y ait personne aujourd'hui pour protéger l'étoile. Ces derniers mois, l'étoile Trump est régulièrement vandalisée, taguée avec des croix gammées. En octobre dernier, un homme déguisé en ouvrier l'a même détruite en pleine nuit, à l'aide d'une pioche et d'un marteau. Les morceaux ont été recollés, mais les stigmates sont toujours là. Ça ne vous choque pas que des opposants à Trump vandalisent son étoile? Je n'aime pas ce type, alors pourquoi pas? Ce n'est vraiment pas une surprise. La veille de notre tournage, des opposants ont encore abîmé l'étoile. Cet homme était présent. Vous ne voyez pas les traces de peinture jaune sur l'étoile? Non, de peinture jaune, vous pouvez me montrer? C'est quoi le problème? Vous ne voyez pas, ils l'ont tout abîmé hier. Vous voyez les traces? Je l'ai nettoyé. Ah, vous l'avez nettoyé? Oui, j'aime mon président. Franchement, si vous abîmez une étoile comme ça, c'est que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Vous n'êtes pas un Américain, vous n'êtes pas un patriote prêt à combattre pour votre pays. Ce supporter de Donald Trump est posté depuis 2 heures ce jour-là face à l'étoile du président. Il veille à ce que personne ne l'abîme à nouveau. Mais les provocations continuent. Pourquoi vous faites ça? Parce que je déteste Donald Trump comme tout le monde. Je déteste Trump. Tu n'es pas mon président. Il y a 4 jours, à Las Vegas, l'Amérique a vécu la pire tuerie de son histoire. Pour la première fois, Donald Trump en appelle à l'union du pays. Dans ces moments de tragédie et d'horreur, l'Amérique doit rester unie, comme elle l'a toujours été. Pourtant, il est bien l'homme qui déchire l'Amérique. Jamais un président américain n'a été autant détesté que Donald Trump. Dans la presse, il est chaque jour caricaturé comme aucun chef d'État avant lui. Les acteurs et les humoristes multiplient les imitations ridicules du président. Laissez-moi enlever ces lunettes pour voir de quoi vous avez l'air. Waouh, tout le monde est très blanc ici. C'est fantastique. Les animateurs de télévision sont devenus les porte-voix de la contestation. La violence de leur sketch est inédite. Donald Trump, vous êtes un mauvais président. Démissionnez, s'il vous plaît. Jusqu'à quel point peut-on se moquer d'un président? Un chef d'État aussi ridiculisé est-il encore crédible? Au-delà de la parodie, certains s'inquiètent pour la santé mentale de Donald Trump. Ce n'est pas drôle du tout. C'est mortellement sérieux. Chaque jour qui passe est un nouveau jour à risque pour ce pays. Cet homme a un accès illimité au code nucléaire. En pleine crise diplomatique entre les États-Unis et la Corée du Nord, une question hante l'Amérique. Après avoir fait hurler de rire les États-Unis, Donald Trump pourrait-il faire pleurer le monde entier?
À New York, bastion démocrate, Donald Trump est devenu la cible privilégiée des humoristes. À Broadway, les spectacles anti-Trump font recette. Chaque soir, le public se presse pour assister à l'enregistrement d'un show télévisé très populaire et particulièrement virulent contre Donald Trump. On est venu du New Jersey. On a attendu des mois pour avoir des places et on a roulé pendant des heures pour venir jusqu'ici. Pourquoi vous aimez ce show? Ah, j'adore quand il parle du président. Pourquoi en particulier ce qu'il dit sur le président? Parce qu'il y a beaucoup à dire. Et il le fait vraiment bien. En 2 mots, c'est une thérapie par la satire. C'est-à-dire rire pour oublier? Ça aide à oublier les heures sombres qu'on vit actuellement. Ça me permet de rester sain d'esprit, car ce show dit tout ce que les médias classiques ne peuvent pas dire. Celui qui parle sans concession de Donald Trump, c'est Stephen Colbert, un animateur de télévision très populaire aux États-Unis. Il présente quotidiennement un late night show. Ces programmes typiquement américains, diffusés en 3e partie de soirée, qui mêlent humour et actualité. Quand vous regardez la déclaration d'impôt des autres, même des plus riches, elle est juste comme ça. La mienne, elle est comme ça. Ok, on a compris. Vous avez une énorme déclaration d'impôt. Vous savez ce qui serait bien? C'est de la publier. Chaque soir, l'émission de Stephen Colbert est regardée par 3 millions de téléspectateurs. Son filon, l'humour anti-Trump. Ce comique multiplie les parodies du président. C'est un téléphone très sécurisé, c'est Donald Trump. Je dois absolument prendre cet appel. C'est le président de l'Asie qui appelle. Stephen Colbert ridiculise Donald Trump. Il l'attaque parfois jusqu'à l'obscénité, avec des propos inimaginables en France. Vous avez plus de gens qui défilent contre vous que contre le cancer. Vous parlez comme un gorille qui aurait reçu un coup sur la tête. En fait, la seule chose pour laquelle est faite votre bouche, c'est pour recevoir le pénis de Vladimir Poutine. Son humour tranchant séduit. Pour le public, la satire est un plaisir transgressif. Comment vous avez trouvé le spectacle? C'était très drôle. Il a encore dit un gros mot sur Trump qu'on ne peut pas dire à la télévision. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a traité Trump de merde. Ça ne vous choque pas qu'on parle comme ça d'un président? À la télé, normalement, on n'a pas le droit de dire ça. Eh bien, avec n'importe quel autre président, oui, bien sûr que ça m'aurait choqué, mais pas avec Donald Trump. Il est quand même à un niveau de merditude très élevé. Stephen Colbert n'est pas le seul animateur à cibler Donald Trump. Chaque soir, des millions d'Américains regardent ces late shows pour les sketchs qui parodient le président. Obama ne passait pas 14 heures par jour à tweeter furieusement depuis ses toilettes en regardant la télé. Horrible personne, mais qui sait faire plusieurs choses à la fois. Oh, c'est une mauvaise journée pour Donald Trump. J'espère juste que les policiers protégeront sa tête quand ils le mettront dans la voiture pour l'arrêter. Ces animateurs sont devenus les figures de proue de la contestation. Même le gratin d'Hollywood se paye Trump. L'acteur Alec Baldwin fait hurler de rire l'Amérique avec son imitation grotesque du président. Hello, Prime Minister Turnbull. Yes, hello, it's the Donald. President Trump, how are you? Chaque samedi soir, pendant 1 heure, il singe Donald Trump dans l'émission Saturday Night Live, un programme satirique culte aux États-Unis. Kellyanne, I just retweeted the best tweet. I mean, wow, what a great, smart tweet. Mr. Trump, we're in a security briefing. I'm not a president, but I play one. Depuis 5 mois, un autre programme caricature aussi Donald Trump et son équipe à la Maison-Blanche. My name is Mike. The President Show est diffusé chaque jeudi soir sur la chaîne Comédie Centrale.
You're welcome. Thank you. Thank you. Un président américain a-t-il déjà été autant caricaturé à la télévision? Nous sommes allés poser la question à Chris Smith. Il est journaliste au New York Magazine depuis 25 ans et il vient de publier un livre sur les late night shows aux États-Unis. Il y a toujours eu des caricatures de nos présidents. Ce qui est inhabituel, c'est qu'il y en ait autant. Sur toutes ces chaînes, partout. C'est parce que Trump est un personnage ridicule. Il fournit une matière incroyable aux humoristes. Il nourrit la machine. Et en plus, c'est une créature de télévision à la base. Les gens comprennent donc les blagues qu'on fait sur lui très rapidement, beaucoup plus facilement qu'avec un autre politicien normal. Et se moquer de Trump, ça rapporte. Depuis qu'Alec Baldwin s'est lancé dans son imitation ridicule, l'émission Saturday Night Live réalise ses meilleures audiences depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, elle rassemble 11 millions de téléspectateurs. Le rôle de Trump a même permis à Alec Baldwin de décrocher un Emmy Award, les prestigieuses récompenses de la télévision américaine. J'ai envie de dire, c'est un peu votre Emmy Award, Monsieur le Président. Stephen Colbert, lui, a gagné 30% d'audience depuis l'élection du président milliardaire. Dans ce sketch, il l'a même remercié pour ce bon résultat. Le public est anxieux. Tout le monde se demande si on va attaquer la Corée du Nord ou si aux États-Unis on va déporter des centaines de milliers d'immigrants. Donc les programmes des late night shows sont devenus une échappatoire, un défouloir pour cette angoisse que ressentent les gens. Ça n'a jamais été vraiment le cas avant. Sous l'ère Trump, celui qui ne s'attaque pas au président le paye cher. Jimmy Fallon l'a appris à ses dépens. Ce présentateur vedette de la chaîne NBC anime l'un des talk-shows les plus cotés de la télévision américaine. Il reçoit des stars de la musique et du cinéma, comme ici, l'actrice Charlize Theron. Il leur propose toujours des jeux. L'humour est souvent potache. Même quand il reçoit Donald Trump, le 15 septembre 2016. À l'époque, Trump est candidat à l'élection présidentielle. Regardez ce que Jimmy Fallon va lui faire. Je peux vous décoiffer? Il se montre complice avec Donald Trump. Il ne pose aucune question qui fâche. Le public ne lui pardonne pas. Cette séquence a été très polémique, car les gens détestent Trump. À l'époque, ils avaient réalisé qu'il avait beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pensait. Fallon a été critiqué à l'époque pour ne pas avoir assez considéré Trump comme une menace et de l'avoir rendu humain. Suite à cette scène, Jimmy Fallon a été délaissé par une partie de son public. Le roi de la télé américaine s'est fait doubler par d'autres animateurs plus mordants à l'égard de Donald Trump. L'ampleur de la moquerie dans les late shows est telle que des chercheurs l'ont chiffrée. Une étude universitaire américaine a recensé les blagues anti-Trump dans ses émissions de télé. Le président fait exploser les compteurs. Lors de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, Donald Trump a été l'objet de 1060 blagues dans les late shows. C'est bien plus que tous ses prédécesseurs. Barack Obama, lui, avait mis 1 an à atteindre les 936 blagues. George W. Bush en a eu 546 lors de sa première année de mandat.
et Bill Clinton, 440. Les médias caricaturent Donald Trump et ce ne sont pas les seuls. Ses opposants le tournent fréquemment en ridicule. Sur la plage de Huntington, en Californie, des activistes ont prévu une manifestation ce samedi matin. Huntington est un fief républicain que Taran Singh Brar compte bien bousculer à l'aide de ce ballon gonflable en forme de poulet aux airs de Donald Trump. Je vous présente Chicken Don. C'est le président dictatorial que nous avons en ce moment. Vous voyez aussi ses yeux qui vous fixent très énervés, comme ça? C'est l'expression que vous voyez souvent sur le visage de Trump. Quand il bouge comme ça, on dirait un poulet. La couleur des cheveux aussi. C'est une caricature pour se moquer du président. Pourquoi avoir choisi le poulet pour représenter votre président? Parce qu'il joue au jeu du poulet avec la Corée du Nord. Ça veut dire quoi, le jeu du poulet? En anglais, jouer au jeu du poulet, c'est quand deux personnes ennemies se font face, se regardent et que chacun attend que l'autre cligne des yeux en premier. Le premier qui cligne a perdu dans le jeu du poulet. Trump et la Corée du Nord jouent à ce jeu sur la guerre nucléaire en ce moment. Donald Trump face à Kim Jong-un. Le duel explosif lui a inspiré la parodie du poulet. Ce militant a aussi choisi l'animal pour symboliser ce qu'il considère comme la lâcheté du président. Pour moi, c'est insultant. Moi, j'ai du respect pour lui. Même si on ne l'aime pas, il reste notre président. Et si cela se passait dans un autre pays, on serait choqués. Dans d'autres pays, on ne pourrait pas faire ça. C'est insultant. Je n'ai pas voté pour lui et je ne suis pas convaincue par bien des choses qu'il porte. Mais je suis choquée que notre pays montre notre dirigeant ainsi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il reste encore 4 ans. Changez votre vote. C'est la 3e fois que Taran Singh Brar utilise ce poulet gonflable. Cet été, il l'a même installé devant la Maison Blanche à Washington. Ce matin-là, à Huntington, des policiers ont été mobilisés pour surveiller l'événement. Ils craignent des affrontements entre pro et anti-Trump. Une supportrice du président s'est glissée dans le cortège. Elle s'étonne d'une telle agressivité envers un chef d'État. Moi, je suis une patriote. J'adore l'Amérique. Alors, j'essaie de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Moi aussi, je suis patriote et j'adore ce pays. Je milite pour la liberté et la démocratie dans le monde. Cette femme se filme avec son téléphone portable et diffuse la vidéo en direct sur son compte Facebook. Donald Trump est tellement attaqué. Le monde entier nous regarde. Et si vous ne vivez pas aux États-Unis, vous devez vous demander, mais comment font-ils pour gérer cette situation? C'est clairement une attaque de l'Amérique. Moi, je suis très déçue de voir que notre président, le 45e président des États-Unis, est critiqué plus que tous les autres présidents. C'est du jamais vu. Sous Donald Trump, plus que jamais, deux Amériques se font face. D'un côté, les soutiens indéfectibles du président, de l'autre, les moqueurs invétérés. Certains n'ont pas attendu qu'il soit à la Maison-Blanche pour railler Donald Trump. Une institution mondiale de la presse magazine le caricature depuis 3 ans, sans relâche. Le New Yorker a plus d'1 million d'abonnés. Il est réputé pour ses unes mythiques, toujours réalisées par des dessinateurs. Ses couvertures, c'est Françoise Mouly qui les choisit. Cette Française est directrice artistique du magazine depuis 25 ans. Il y a une couverture de Donald Trump où
La blague, c'est simplement le mettre sur le même plan que Lincoln ou Teddy Roosevelt et Kennedy ou George Washington, l'autre Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. C'était inconcevable. Ça, c'était en février 2016, donc 8 mois avant l'élection. L'idée que ce clown puisse même prétendre être à la même désignation que ces figures historiques, c'était tellement ridicule. Tout ce qu'il s'agissait de faire, c'était de les représenter dans la même pièce. Et pour l'investiture, c'était encore cette idée qu'il jouait à l'idée d'être président, mais il n'avait pas cette stature dont il est présenté comme un enfant, avec les services secrets qui sont de chaque côté de lui. Après l'élection de Donald Trump, le New Yorker a gagné 475 000 nouveaux abonnés. Des lecteurs majoritairement démocrates. En un an, le magazine a fait 9 unes sur Trump, du jamais vu pour un président. Françoise Mouly croule sous les caricatures. Des artistes du monde entier lui envoient des croquis. Ils feront peut-être un jour la une du New Yorker, alors elle nous demande de ne pas les filmer de trop près. Tout ça, tous ces tableaux-là, c'est que les sketchs sur Donald Trump. Alors j'ai bien sûr, d'autres sketchs sur d'autres sujets, mais c'est pour montrer à quel point Trump inspire les artistes. Il y en a qui ont à voir avec son manque de stature par rapport à Lincoln, à sa vanité où il se regarde dans un miroir, à son manque de cerveau. Ils cherchent tous l'image qui nous donnera le summum de Trump, mais on ne peut pas réduire Trump à une seule image. C'est peut-être pour ça qu'il y en a tellement. Oui. L'été dernier, une couverture du New Yorker a marqué les esprits. Donald Trump, sur un bateau, souffle sur une voile qui évoque la cagoule du Ku Klux Klan. Cette une fait suite aux événements de Charlottesville. C'était le 12 août dernier. Des membres de l'extrême droite, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis, font une démonstration de force à Charlottesville. Face à eux, des antiracistes, venus exprimer leur indignation. Rapidement, la manifestation dégénère et vire au drame. Un militant d'extrême droite fonce sur la foule au volant d'une voiture. Il fauche une militante antiraciste de 32 ans. Heather Heyer meurt sur le coup. L'Amérique est sous le choc et la réaction de Donald Trump après les événements va révolter une partie du pays. Il y avait un groupe d'un côté, qu'on pourrait qualifier de gens de gauche, qui a violemment attaqué l'autre groupe. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Je pense que des deux côtés, il y a eu des torts et des responsabilités. Je n'ai aucun doute là-dessus, et vous non plus. Le président refuse de pointer la responsabilité des groupuscules d'extrême droite. Sa déclaration est applaudie par le Ku Klux Klan. Elle choque de nombreux Américains. Après Charlottesville, même les humoristes des Late Night Show arrêtent de faire des blagues. Trump ne fait plus rire Jimmy Fallon, le présentateur à qui on avait pourtant reproché sa complicité avec le président. Ce qui s'est passé ce week-end à Charlottesville, c'est vraiment dégoûtant. Je regardais les news comme tout le monde et j'ai vu des drapeaux nazis, des drapeaux de suprémacistes blancs. J'en avais mal à l'estomac. Mes filles étaient dans la pièce à côté et je me suis dit, comment je peux leur expliquer qu'il y a autant de haine dans notre pays, dans ce monde? Elles ont 2 et 4 ans. Ce soir-là, il ne nommera pas Donald Trump, mais c'est lui qu'il vise quand il parle. Tout comme Stephen Colbert, qui pour une fois prend un ton grave. Mon Dieu, quel horrible week-end.
Les suprémacistes blancs qui tiennent des torches, des boucliers, des armures, des armes automatiques et qui descendent à Charlottesville, une belle ville américaine. C'est difficile de dire à quel point ça me brise le cœur de voir qu'une chose pareille se passe dans notre pays. La réaction de Donald Trump après Charlottesville a entraîné une déferlante d'attaques. Certaines sont venues d'univers insoupçonnables. Comme l'élection de Miss America en septembre dernier. Contre toute attente, la question Trump s'est immiscée entre spectacle et chorégraphie. Pendant la cérémonie, les candidates doivent répondre à des questions sur l'actualité. Miss Texas est interrogée sur Charlottesville. Le président a affirmé qu'il y avait des torts des deux côtés, et des gens bien des deux côtés. Est-ce le cas? Répondez par oui ou par non, et expliquez brièvement. Sur la question des suprémacistes blancs, je pense qu'il était évident qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Et je pense que le président Donald Trump aurait dû faire une déclaration plus tôt et faire en sorte que tous les Américains se sentent en sécurité dans ce pays. C'est le problème numéro 1 en ce moment. Le discours de Miss Texas est acclamé. Miss Dakota du Nord prend le relais. Elle est questionnée sur la décision de Donald Trump de sortir des accords de Paris sur le climat. Une bonne décision? Mauvaise décision? Dites-nous pourquoi. Je pense que c'est une mauvaise décision. Si l'on se retire, on perd sa place à la table des négociations. Il ne faut pas oublier ça. Il est évident que le changement climatique est une réalité. Alors qu'on le croit ou non, il faut rester dans la négociation. Je pense que c'est une mauvaise décision pour les États-Unis. Merci. Le discours de Miss Dakota du Nord lui a porté bonheur. Elle a été élue par le jury nouvelle Miss America. La fronde anti-Trump s'est manifestée dans un autre moment rassembleur pour les Américains, les matchs de football. Dans les stades, des sportifs prennent la pose un genou à terre. Cette image est devenue le symbole de l'opposition au président. Ils rendent hommage à cet homme, un joueur qui avait posé son genou à terre pendant l'hymne américain pour dénoncer les violences policières et la haine raciale. Donald Trump s'en est pris à lui lors d'une conférence de presse. Il l'a tout simplement insulté. Est-ce que vous n'aimeriez pas voir un patron de club de foot américain dire quand quelqu'un manque de respect à notre drapeau? Sortez ce fils de pute du terrain. Il est viré. Il est viré. Suite à cette injure, bien au-delà du monde sportif, des personnalités se liguent contre Trump. Ce soir, je pose un genou à terre pour l'Amérique. Stevie Wonder prend la pose lui aussi lors d'un concert. Je vais me mettre à genoux maintenant. Comme le chanteur Pharrell Williams, acclamé par son public. Un président des États-Unis qui, pour la première fois de l'histoire, tweet tout ce qu'il pense. Sans retenue, Donald Trump met en scène sa propre violence. Comme quand il partage cette vidéo de lui tabassant CNN. Pour exprimer sa haine de la chaîne de télévision. Ou quand il tweet ce montage truqué où il frappe Hillary Clinton avec une balle de golf. En pleine crise avec la Corée du Nord, Donald Trump utilise Twitter comme une arme diplomatique. Quand le 15 septembre dernier, Pyongyang tire un nouveau missile, Donald Trump poste ce tweet où il surnomme le leader nord-coréen Rocketman, l'homme fusée. Kim Jong-un prend la mouche et répond par ce communiqué. Trump m'a insulté, moi et mon pays, sous les yeux du monde entier. Je disciplinerai par le feu le gâteux américain mentalement dérangé.
Comme euphorisé par ce ping-pong verbal, Donald Trump surenchérit à la tribune de l'ONU. Les États-Unis sont patients, mais si nous sommes obligés de nous défendre avec nos alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Cette fois, le président ne fait plus rire personne. Le chef de la diplomatie nord-coréenne menace Donald Trump de représailles. Donald Trump a commis une faute irréversible en insultant notre dirigeant suprême. Il a rendu encore plus inévitable le lancement de nos missiles sur l'ensemble du territoire américain. Rien ne semble arrêter Donald Trump. Il remet de l'huile sur le feu dans ce tweet. Je viens d'entendre le ministre des Affaires étrangères coréen s'exprimer aux Nations Unies. S'il se fait l'écho des pensées de Little Rocketman, ils ne seront plus là très longtemps. Cette surenchère permanente du président américain face à la Corée du Nord interroge. De plus en plus de spécialistes s'inquiètent pour la santé mentale de Donald Trump. Comme Peter Frankel. Où sommes-nous? C'est un endroit où il n'y a que des cabinets de psychologues et psychiatres. Il y a des centaines de thérapeutes ici. Peter Frankel est psychologue depuis 25 ans à New York. Le mois dernier, il a rejoint une association qui tire la sonnette d'alarme au sujet de Donald Trump. Duty to Warn, le devoir d'alerter. Elle a mis en ligne une pétition pour réclamer un examen clinique du président et sa destitution. 60 000 professionnels de la santé mentale l'ont déjà signé. Nous sommes très inquiets sur la santé du président. Et je tiens à préciser que cela n'a rien à voir avec la politique, car il y a des gens de gauche comme de droite qui sont préoccupés. Il y a de plus en plus d'inquiétudes dans le camp républicain. On pense que Donald Trump n'est pas apte psychologiquement à diriger ce pays. Vous ne pensez pas simplement que Donald Trump a une personnalité excentrique, c'est tout? Pourquoi? Car il se comporte d'une façon qui correspond à un diagnostic précis. Pour diagnostiquer Donald Trump, Peter Frankel et ses confrères s'appuient sur ce livre, le guide de référence pour la psychiatrie aux États-Unis. C'est notre Bible. C'est là-dessus qu'on se base pour identifier des maladies comme la dépression, la schizophrénie, les troubles anxieux. Et là, nous sommes sur le trouble narcissique. Donald Trump serait la parfaite illustration de la page 327 sur les troubles narcissiques. Il dit souvent qu'il a un super cerveau, qu'il est très intelligent et qu'il n'a pas besoin d'écouter les autres. Mais tous les chefs d'État se sentent superpuissants et sont prétentieux. Ça ne prouve pas qu'ils sont atteints d'une maladie mentale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais malheureusement, Donald Trump est atteint d'un symptôme bien plus poussé qui n'est pas encore dans ce livre. Ça s'appelle le narcissisme malfaisant. C'est une personnalité narcissique, mais ça implique aussi un comportement antisocial, agressif et sadique. Vous pensez que c'est la personnalité de Donald Trump? Oui. On pense que sa façon inhumaine de traiter les gens est le signe d'une maladie mentale. Peter Frankel et les 60 000 spécialistes affirment que Donald Trump est incapable de remplir ses fonctions de président. Pour ces thérapeutes, il y a urgence à le destituer. Ce n'est pas drôle du tout. C'est mortellement sérieux. Chaque jour qui passe, avec cet homme président des États-Unis, est un nouveau jour de risque élevé pour le pays, pour la sécurité du monde. Cet homme a un accès illimité au code nucléaire. Nous pensons qu'il n'a pas le tempérament, la stature, la capacité de penser sereinement, de se faire conseiller. Tout ce que doit faire un président avant de décider d'utiliser l'arme nucléaire.
Nous sommes terrifiés par cette situation. 4 jours après la tuerie de Las Vegas, l'Amérique a peur. Peur d'elle-même et peut-être plus encore de celui qui la dirige.